T'es-tu excité de faire ce projet-là? Chris, oui. Puis un genre de. Je sais pas, j'ai aucune colère d'idée c'était quoi. Je te fais confiance à 100%. C'est vrai, hein, que toi, je t'ai Tu juste m'as rien. envoyé. T'es-tu libre, là, pour un podcast? Oui, sure, OK, oui, on va le faire. Puis en passant, tu vas être le turn mic. C'est ça. Ben, OK. Pas besoin de ça? Non, du moment que t'es à l'aise Très à l'aise. du niveau du son, du niveau sonore, là, si t'es pas stressé. No Ça va pas stress, stressant. Buttercup. Bon, ben voilà. C'est ça? C'est l'expression? Je sais pas. C'est Buckle Up, Buttercup, je pense, une affaire de même. Je sais pas. En tout cas, Butterscotch, je sais pas. Je peux pas t'aider. Et pourtant, tu parles en anglais, Colin. Oui, mais une différence entre parler en anglais puis connaître les expressions anglophones. Ouais, yes. J'ai pas. Ouais. Mais je pense pas que c'est une réexpression, anyways, là. Butterscotch. Je peux pas t'aider. Je peux pas t'aider. Je vais Ça mettre, prend. Ça fait 1 minute 20 que ça tourne, puis tu regardes déjà ta montre. C'est non, mais- déjà un indice hey, que ça se passe. C'est bien. plate en tabarnak, mon pote. Non, je vais le mettre. Regarde. Voilà. Swing-moi ça. OK, ça a bien été. Je pensais que c'était un tapis plus mou. ça, c'est un. C'est du faux gazon. C'est du vrai faux gazon. Qui est en Fait, arrière de la caméra. fait que j'espère que ta montre va regarde. être correcte. Au moins, j'aurai plus des messages qui vont me déranger. Te buzzer. Me buzz. Ben, Parce que t'es-tu littéralement. TDAH? Oui. C'est confirmé? C'est-tu un autodiagnostic ou c'est. Non, ça a été confirmé par. Il y a un de mes professeurs en 9e année, parce qu'au Nouveau-Brunswick, on n'a pas de secondaire. Ouais. Nous, on n'a pas 18 étapes. Là. On a la maternelle, on se rend jusqu'à la 12e année. Fait qu'on a un année de plus que vous. L'équivalent de secondaire 2, Secondaire, 12e année, c'est équivalent de secondaire 6. OK, je te suis. Fait qu'on a une année de plus. Puis après ça, on n'a pas de cégep. Puis Fait vous flyez direct à on l'université. dirait à l'université. Fait que nous, nos mauvaises décisions, comme jeunes adultes, on les fait pour 8 fois le prix que le cégep. Écoute, c'est vrai, hein? Ouais. C'est vrai parce que le cégep, moi, ça me coûtait 135. Là, sûrement que ça doit être rendu 175 de Ah ouais. 185, Fait que- peut-être. avec le coût de la vie Je qui sais pas, augmente, ça doit là. nous coûter 10 pièces par année. Mais 135 pièces, t'avais une session au complet Incroyable. que tu pouvais faire n'importe quoi. Plus que ça, j'ai fait 1 an à Lionel Groux, à Sainte-Thérèse. C'est-tu vrai? Oui, en arts et lettres. Parce qu'il y a un de mes amis qui était là, un de mes amis avec qui j'étais à l'école, qui était 1 an plus vieux. Fait que lui était déjà là dans ce programme-là. Le théâtre m'intéressait à ce moment-là pour me rendre compte finalement que c'était l'humour. Ben, c'était l'humour qui m'intéressait, mais j'avais pas été accepté à l'école de l'humour. Et j'étais considéré élève étranger parce que je ne suis pas québécois. Ça me coûtait 1175 ou 1100 $1000 de plus sur le montant. Putain de merde. Ouais. Ok. Mais c'est quand même pas 12 000 C'est pas comme Harvard, l'université. là? Non, c'est ça, exactement. Harvard, c'est genre 33 000 la session. Là. La session. Tu t'imagines-tu, j'ai les parents qui doivent payer médecine. De faire, ah oui, je m'enligne pour un 10 ans d'université, puis je veux commencer à Harvard. Tu fais comme fini à Harvard. Mais tu prends ta retraite, t'es encore en train de payer tes prêts de. Ah, ça doit pas avoir de sens. Mon beau-frère est biochimiste. Il a fait 9 ou 10 ans d'études à l'université. Il a fini de payer ses dettes d'études. Il a eu un 2 ans ou un 3 ans de lousse et il commençait à payer les études de son premier garçon, de son plus vieux. Aïe, aïe. Fait que t'as 3 ans pour essayer de penser à peut-être avoir une Hey, maison. c'est ça. C'est créer le nid familial. Ouais, en même temps, il y avait ton Nouveau-Brunswick. Les maisons coûtent 3$, là, fait que... OK, toujours bien. C'est ça. Mais t'es juste pour dire qu'il a payé pendant 20 ans ses dettes d'études. Puis quand il a fini de payer ses dettes d'études, son plus vieux, son enfant, commençait à l'université. À quel point c'est complètement... C'est complètement zinzin. Ouais. Cray-cray. Cray-cray. Complètement cray-cray. Mais j'ai goût de te poser la question. Avant toute chose, là, tu m'amènes déjà dans les études, puis ça, mais moi, j'ai goût de reculer. T'es-tu un enfant du milieu? T'es un enfant dans quel type de famille est-ce que t'es? J'ai grandi dans une famille très, très normale. Très, très normale. 2 parents, pas séparés, frères et sœurs. Il y a de quoi qui de quoi de spécial avec ma famille où on est tous... tout le monde manque un pied. Non, c'est vrai. À la naissance, il coupe. Fait que... Toi, tu l'as manqué sur la longueur. non, en fait, j'ai une sœur qui est 18 ans plus vieille que moi. God damn. Un frère qui a 17 ans de plus que moi. Il y a un gap de 14 ans et demi. J'ai un autre frère qui a 3 ans de plus que moi et il y a moi. Avec les mêmes parents.
Fait que Ils ont deux portées. T'es un bébé de 2 portées. Ouais, je suis le plus jeune de la deuxième portée. Puis moi, j'aime dire que je suis l'erreur de l'erreur. Ils ont fait... il y a eu un accident, mon frère, 14 ans et demi plus tard. Et il fait pitié. Il fait pitié, tout ça. Faudrait un petit frère pour qu'il s'amuse avec, là, pour l'accompagner, là. Ouais. Puis non, famille, mon père travaillait en construction toute sa vie, sa compagnie de construction. Ma mère a eu une garderie. En même temps qu'elle avait sa garderie, a été faire ses études pour devenir enseignante. Et devenue enseignante, a été pendant 20 ans elle était à la maternelle, enseignait à la maternelle, je sais pas si ça se dit, mais... La maternelle qui dure 9 ans, d'ailleurs, au Nouveau-Brunswick. Oui, c'est ça. Elle a eu une classe de maternelle pendant des années. Ensuite, elle était faire ce qu'on appelait un certificat 5, qui est l'équivalent de la maîtrise, pour devenir directrice. Travailler à la direction. Elle a été directrice d'école pendant la majorité de sa carrière d'enseignante. Fait que, pas du tout artistique. C'est-tu des parents sévères à ce moment-là? Parce que moi, je me dis, une directrice d'école, ça devait venir avec une pression. Sévère et pas, parce que vu qu'on était à la deuxième portée, la deuxième batch, il y a bien des affaires qui étaient plus lousses, disons. Parce qu'il y avait 2 autres parents. Ouais, puis il y avait 2 autres parents qui pouvaient s'occuper de nous autres, qui étaient ton frère et ta sœur. Oui, mais c'est qu'ils ont déjà fait, pas des erreurs, mais ils ont déjà fait leurs tests. Les guinea pigs, c'est ma soeur et mon frère plus. Ils se sont forcés, ces 2 premiers. Ouais, ça, puis les 2 plus jeunes, on s'en fout. Whatever. On va trouver dans le gazon, on s'en fout. Non, quand même, pas sévère, mais juste. Mais on était d'excellents enfants. Ma liaison n'était pas bonne dans la phrase, mais on était d'excellents enfants. J'ai l'impression que tu le dis exactement. D'excellents enfants. Okay. Excellent point enfant. 2 points enfant. Puis ils nous apportaient partout, on dérangeait pas, on n'était pas bruyants, on était très calme. On pouvait faire 8 heures de char dans la même journée, on était assis en arrière puis on formait nos gueules. C'est peut-être la peur aussi qui nous drivait. J'imagine. Mais non, on était très très gentils. Je pense que mes parents étaient chanceux, on était chanceux pour ça. Puis j'imagine que nous aussi, on facilitait leur vie là-dedans, mais je viens pas d'une famille artistique du tout. Il y a des dynamiques bizarres dans les 2 portées d'enfants où ma sœur, plus vieille, est très plus intellectuelle, c'est plus facile à l'école, est devenue orthophoniste. Okay. Mon frère a suivi les traces de mon père, donc il est devenu charpentier. Maintenant, il vend des maisons. Il a pris sa retraite de la charpente, trop dur sur le corps. Donc, côté plus artistique, ou plus nomade, plus punk, plus freelance un peu, plus de difficultés à l'école. Et c'est la même dynamique avec moi et mon autre frère. Donc, mon frère est comptable, travaille avec un gros poste dans une grosse compagnie. Est très, très bon à l'école. Et moi, l'hyperactif TDA, qui est comme... le théâtre, puis après ça, l'humour. Le théâtre, puis l'humour. Fait que moi, c'était très, très, très artistique. Je détestais l'école. J'haïssais l'école pour mourir. Et pour me rendre compte que mon plus vieux frère aussi détestait l'école, comparé à ma soeur et mon autre frère qui, eux, aimaient ça. Avez-vous aujourd'hui un lien particulier? Parce que tu me dis qu'il y a des traits de personnalité qui fit, genre c'est drôle de dire entre générations, mais c'est quand même ton frère. Non, on a tous été tout le temps très proches. Peu importe. J'ai 5 neveux et nièces. Donc, 2 de mon frère, 2 de ma soeur plus vieille et... qui doit tout être genre début vingtaine, finalement? Oui, genre exactement. 15, 20 ans. Exactement. Moi, j'étais oncle à 11 ans. J'ai changé des couches avant de toucher à mes premiers totons. Ouais. Ouais, c'est ça. Belle grande famille. Tu sais, la famille rapprochée, on est une quinzaine. Wow, avec chum, on a des chums, les blondes des jeunes à cette heure, puis tu sais, moi, je vais peut-être être grand-oncle dans pas longtemps. Là, on sait pas, là, ils ont le plus vieux, mon plus vieux neveu a 25 ans. Là, ça peut popper n'importe quand. Ça peut popper n'importe quand. Là. À 25 ans, tu te protèges pas. Là. Non. Fait que, ouais. Famille pas du tout artistique que. Esprit punk quand même. Punk dans le sens... On n'aime pas ça. Tu parles de toi ou dans ta famille? De la famille en général. OK. Tous mes oncles du côté de ma mère, du côté des Morins, c'est des Gaspésiens manuels, artistiques. Il y en a qui... J'ai un oncle qui travaille en télé comme costumier. Okay. J'ai eu beaucoup de charpentiers, mais qui font des... Cette table-là, là, mon oncle pourrait la refaire pratiquement exact. Ils travaillent avec leurs mains, ils sont bons. C'est quand même très artistique dans une certaine façon dans ma famille. Mais le côté théâtre, le côté faire de la scène, le côté showman, le côté entertainment, on l'a naturel chez nous, mais c'est pas quelque chose qui a été poussé nécessairement dans la famille. Fait que j'ai aucune idée de où ça part dans mon dedans. En fait,
j'ai aucune Ben, idée. une question que tu peux te poser, c'est dans un party de famille. Genre, c'est qui le gros clown? C'est pas moi. C'est calissement pas moi. C'est sûr que C'est c'est pas toi. vraiment pas moi. Mais ça Mes doit frères être, sont mille ça fois doit plus être drôles que ces moi. personnes-là qui t'inspirent le plus. Tu sais, Ouais, oui, non, dans le l'espèce de sens- vue de je peux faire ça. Là. Moi, je me rappelle, c'est mon oncle ou mon grand-père. Mon grand-père était du genre à arriver déguisé à un party. Genre, Ça, c'est drôle. complètement, un barbecue. Mettons, il arrivait déguisé en gorille, full patch. Puis là, qu'est-ce Wow. qu'il fait? Puis il faisait juste danser. C'est un gorille qui danse, puis C'est aujourd'hui, ça, il ne la répond joke. pas à Robert. Tu sais. Aujourd'hui, c'est un gorille. Genre, ça pourrait être Donkey Kong si ça savait c'est qui Donkey Kong. Ouais. mais C'est plus genre, j'ai trouvé un rabais au Rossi pour un gros costume. J'ai vu ça, ça m'a fait rire, je le wing, je le fais. Ah, c'est Ouais. magique. Ouais, fait que lui, c'est une espèce de. On sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Il nous fait tout un petit clin d'œil. Puis là, on fait, OK, il s'en vient, il va se passer quelque chose. se Il va passe de quoi. insulter ma grand-mère d'une vacherie qui se peut pas, puis elle va faire une chance que t'es assis parce que sinon, je t'en colle, il serait un sur la gueule. Puis là, lui qui me regarde, puis il me refait son clin d'œil pour dire comme j'ai réussi, c'était ça la job. C'était Je ça que savais je pas voulais que c'était faire. ça ma mission, être en colis. C'est du donne l'émission à lui-même, que personne autour est au courant qu'il y a une mission. Check bien, je vais faire quelque chose, puis Wow. il faisait quelque chose. C'est Fait que moi, drôle, ça. c'est tellement ça qui m'inspire dans ma vie. Là, je veux être le niaiseux. Puis j'ai un oncle Ouais. aussi qui arrive autant. Lui, c'est le plus grand farceur. C'est un dentiste. Fait que son public a la gueule ouverte puis il peut pas rien dire. Mais il te lâche une joke après là. C'est le plus grand raconteur que je peux connaître. C'est le genre de gars qui... Naturel. là. Il parle, on est dans un party de Noël. Il se met à jaser un peu. C'est ça, on était au Maroc l'année passée. Puis là, tranquillement, il y a une tête qui se tourne, l'autre tête qui se tourne. Le pouvoir d'attraction Tout naturel. le monde est en train d'écouter cette histoire-là. Elle est meilleure que n'importe qui fait qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine. Là. Mhm. Lui, il a été se chier dessus dans les dunes Sahara. là. C'est plus intéressant. C'est tout le temps plus intéressant. Mais c'est drôle que la personne qui est la plus drôle dans mon entourage, dans ma famille proche, c'est quelqu'un que son public, c'est du monde qui sont de même. La gueule ouverte. Un peu pris en otage de ses jokes. C'est comme... Sens-tu que t'as ça en dedans de toi? Sens-tu que c'est quelque L'idée chose... de raconter, puis de... ben oui, du moment que je... Puis l'humour, c'est partout aussi. Là. Oui, ben oui. Tu sais, ben c'est oui, ben assis oui. autour d'une table de OK, tu penses d'avance à qu'est-ce que tu t'en vas raconter à soir. Mhm. C'est pas nécessairement de dire OK, je veux dire ça, puis je m'en vais là, puis OK, la joke est là. J'ai hâte d'aller raconter des affaires. Puis Ouais. j'ai hâte d'aller raconter des affaires, je le vis la même affaire sur scène. Tu sais. Que tu sois dans un party de famille ou avec des amis pour raconter quelque chose ou que tu ailles sur scène, Ouais, t'as ouais, un ouais. peu le même feeling de faire comme... On s'en va se prendre une bière parce qu'on est des amis dans la vie. Oui. On s'en va se prendre une bière, on se rejoint au restaurant. En chemin, je fais j'ai hâte de compter ça. Ah, OK, vois-tu... Je J'ai l'ai moi hâte aussi, de mais je dire me ça. suis jamais pris la peine de mettre le doigt dessus, de faire comme... Je le fais inconsciemment, je pense. Moi, c'est ma douche, là. Prendre ma douche, moi, c'est mon endroit, là. Je suis bien parce Tu que je regardes au suis loin. tout nu. mais non, mais j'ai souvent mes idées de gags ou mes jokes se placent dans ma tête dans la douche. Parce que c'est machinal, la routine de la douche, souvent, c'est très machinal. On réfléchit pas nécessairement à faire comme là, t'es le shampoing, puis là, t'es le savon ici, puis là, Ouais. même me laver la fourche. Non, c'est la danse de la douche C'est ça. est très, très automatique. Fait que ça donne la place au cerveau de réfléchir, puis tu peux pas rien faire d'autre. T'as pas de podcast, t'as pas de musique, t'as pas la télé qui joue, t'es pas en train de cuisiner, t'as pas à réfléchir à autre chose. Fait que j'ai l'impression que ce 5, 7, 8, 10, 15, 20 minutes-là dans la douche, tout dépendamment, si je suis très sale ou pas. Des fois, c'est 40, 45. Non, mais des fois, il y a plus d'eau chaude, là. Plus d'eau Sale, chaude dans là. tout. Mais sale, là. Ah oui. Non, mais des fois, j'étire un peu la douche parce que je sens que ma tête s'en va à la bonne place. Puis je veux laisser ma tête créer ou placer ces jokes-là dans ma tête. Fait que de dire que tu le fais aussi naturellement en te rendant à quelque part ou en... OK, ben dans 2 jours, on s'en va... prendre une bière ensemble, parler de telle histoire, apporter telle conversation. Je trouve ça. C'est pas 2 jours d'avance. Là. Non, Ça non, serait mentir de penser que c'est 2 jours. C'est plus en chemin de faire. Ben, tu sais, je suis en train de marcher, puis je fais que. Qu'est-ce que j'ai hâte d'entendre? Je sais, mais des fois, tu fais une. T'animes un show. Je fais comme, ben, je vais y poser. J'ai hâte de savoir. Puis je pense que c'est. Ouais. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui pense de même. On dirait, là, de être. Je veux dire, bon, ça y est. Évidemment, on avait dit qu'il ne faudrait pas que ça arrive pendant le premier. Et ça arrive. C'est pendant Éric le premier. Huard, Bon. celui à qui appartient le podcast. Salut Éric, ça va bien? Oui, tout est correct. Puis on est en podcast en ce moment. Fait que peut-être qu'on entend ta voix de par le micro. Merci. Oui.
Un beau bec sur le front Si. pour Pierre. Parfait. Le message est fait, puis on se parle tantôt. OK. Ciao. Évidemment. Bon. Fallait que ça arrive. Puis il fallait que ce soit... Au moins, c'est la bonne personne pour qui Oui, ça c'est pas. arrive. C'est pas. Oui, votre carte de crédit. J'ai besoin de vos informations bancaires parce qu'il y, a un colis qui est pris aux douanes. Mais non. Votre Mais carte de crédit s'est fait frauder. Tu fais ah, fuck. Votre carte de crédit est fait frauder, fait qu'il faut que vous me donniez le code. Oh mon Dieu. Le numéro d'assurance sociale pour valider votre identité. Tu fais je suis fait. Oui. Shit. Je vais être obligé de. Je vais encore me faire frauder tout le temps. Oui. Mais oui, on est. Je pense que tout le monde pense comme ça, ou la majorité des gens pensent comme ça, mais nous, on se rend compte qu'on pense comme ça, ou on veut être conscient qu'on pense comme ça pour être capable de mettre des mots là-dessus, pour être capable de le dire devant des gens, pour être capable d'être drôle. Tu sais, la job d'humoriste, c'est simple. C'est d'être capable de relater avec tout le monde de la façon la plus simple, avec les mots les plus simples possibles. C'est pour ça que des procédés humoristiques existent comme là, je mets mon chapeau de formateur. Oui, c'est ça. La comparaison et l'exagération, c'est les deux procédés qui expliquent les plus communs. Où ton oncle qui raconte ses histoires va faire des exagérations, va faire des transpositions, va faire des règles de 3 sans même le savoir, sans même s'en rendre compte, parce qu'à force de raconter ses histoires, il s'est rendu compte naturellement que si je le fais de cette façon-là, puis c'est pas dit ça, mais instinctivement, quand il va raconter quelque chose pour une deuxième, troisième, quatrième fois, il peaufine, il polie, il va en rajouter un peu là, il va en enlever un peu là. La même job que nous on fait, mais nous on le fait consciemment devant un ordinateur à faire comme pourquoi ma joke de pète elle marche pas, Le problème, c'est que j'ai dit prout ou que j'ai dit pète. C'est ça. La virgule, mon intention, l'angle que j'ai pris pour être capable de faire ma joke de pète. Fait que, je viens pas d'une famille artistique, mais je sais, on recule, là, je sais pourquoi la scène m'a interpellé. En fait, je sais pas pourquoi la scène m'a interpellé, mais je sais pourquoi j'en ai fait autant quand j'étais au secondaire, quand j'étais à l'école, même au primaire. J'ai fait de l'impro, j'ai fait du théâtre, j'étais dans les comités. C'est l'école, toi, quelqu'un. Ouais, c'est gros. Ça fait 15 ans que je fais plus d'impro. Non, ça fait à peu près 12 ans que je fais plus d'impro. J'ai 35 ans et j'ai 15 ans d'expérience d'impro. Fait que je te laisse calculer, j'ai commencé jeune. J'haïssais tellement l'école que si c'était pas de l'impro, le théâtre et les comités, je pense pas que j'aurais gradué. À ce point-là. C'est ça qui t'a gardé à l'école. C'est ça qui me gardait à l'école. Si c'était pas de ça. Puis garder à l'école, c'est vraiment le bon mot, je pense, parce que quand t'es dans une ligue d'impro, là, tu ressors à 7 h le soir tout le temps. Puis... Ah oui. J'ai jamais pas été à mes cours. J'étais tout le temps là, quand même. Ben là, j'étais là. J'ai passé avec le minimum de crédit que j'avais besoin pour avoir mon diplôme, avec le 65% ou 55%, peu importe le pourcentage minimum. J'ai jamais fait aucun devoir. Mes projets, je les faisais la journée même. Si j'avais un projet à remettre, c'était le matin ou pendant la nuit. Ce qui nous ramène au TDA à ce moment-là. Absolument, complètement. C'est un professeur de... Hey, ta première question, puis je vais répondre à ta première question de toutes. Est-ce que tu es des TDA diagnostiqués? Oui, c'est un professeur de 9e année, parce que nous, on n'a pas de secondaire, puis là, on est parti. Monsieur Alain Pelletier, qui a rencontré mes parents à la rencontre des bulletins, puis qui a fait comme... j'aimerais ça prendre Pierre et le mettre dans une classe à part pendant un examen, juste pour voir s'il est capable de mieux se concentrer. Oui, je me concentrais mieux, mais je m'en collais tellement que ça n'a rien changé. Et à partir de là, mes parents ont fait le processus pour début de démarche pour être capable de rencontrer des psychologues. Et j'ai pas un gros TDA nécessairement, mais j'ai un problème d'apprentissage clair. OK. C'est dur pour moi d'assimiler de l'information, qui est une partie qui fait partie d'un TDA, mais c'est pas un TDA nécessairement net que j'ai et qui a été diagnostiqué, mais il y a un problème d'apprentissage dans ma tête. Oui. Voilà. Mais aujourd'hui, ça doit te servir parce que de voir la vie qui te permet de sortir de tout puis de revenir. Tu me parles tout le temps en show que t'es pas stressé, t'es tout le temps juste excité. Parce que tu fais, peu importe, il va se passer quelque chose puis je vais y aller. T'as jamais peur d'aller là. Puis peut-être que c'est aussi le background d'impro qui vient avec ça. Là. Oui, la scène, c'est pas quelque chose qui va me stresser, qui va aller
faire un stunt, aller faire un podcast. Tu sais, ça peut être intimidant faire un podcast comme ça avec des caméras. Puis, Ouais, caméra, micro, tout l'équipe, ça peut être intimidant. ça me stresse 0. J'ai tout le temps hâte de le faire. Fait que je pense que ça peut... Sûrement que ça vient de là, j'ose croire. Ben, en fait, ça fait tellement longtemps... J'ai tellement tout le temps voulu faire du stand-up, faire de l'humour. La télé m'intéresse pas nécessairement. La radio, un peu quand même. Là, avec les podcasts maintenant, c'est plus simple de parler avec un micro. Mais moi, j'étais chez mes grands-parents à Carleton, naufrageur, props. Mais les dimanches, on allait toujours à Carleton, chez mes grands-parents, 45 minutes de route. Moi, j'ai du nord du Nouveau-Brunswick, c'était très proche. Et les dimanches, je sais pas si tu as le souvenir, mais chaque dimanche à Radio-Canada, ou chaque dimanche, beaucoup de dimanches, c'était les galas juste pour rire qui jouaient. Ouais. C'était... j'avais genre La vie était un sport dangereux, ensuite c'était Fort Boyard, puis ensuite il y avait genre un gala juste pour rire. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait comme « Ah, OK, ça existe, ça se peut. » Parce qu'il n'y a pas ça au Nouveau-Brunswick? Ben, il n'y a pas de scène humoristique. Il y a une petite scène humoristique maintenant, mais si tu recules de 20 ans... Ah ouais, mais je veux dire, ça passe. Il n'y a pas d'humour, mettons, du Nouveau-Brunswick qui passe à la TV. Ben, C'était ça que je voulais te demander au début, de me dire, tu sais, ton premier contact avec l'humour, c'était qui les humoristes que tu tripais? Puis je m'attendais à ce que tu me dises, ben, telle personne qui est un humoriste acadien que tu connais peut-être pas, puis telle personne. Non, il y avait finalement, pas... le contact s'est fait au Québec. Ça vient... oui. Là d'où je viens, au Nouveau-Brunswick, qui est collé sur la Gaspésie, oui, il y a des grosses racines anglo-saxons du fait que la province est très bilingue, c'est un milieu quand même très anglophone. Et à la télé, à la radio, c'est très, 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 très anglophone. Moi, j'étais le seul de mes amis qui écoutait du Pierre Lapointe. Tous mes amis écoutaient du Iron Maiden puis du Metallica. Moi, j'étais comme, c'est bon, mais... Il touche à quelque chose ici. Là. Pierre Lapointe. Ouais. C'est bon, là. Puis Ariel, le groupe... quoi d'autre j'écoutais... Antoine Graton, à ce moment-là, avant qu'il soit... Tabarnouche, OK. Puis le directeur musical à Star Academy, mais il y a comme 5-6 albums, des excellents... C'est un showman incroyable. Fait que j'étais le seul à m'intéresser à la culture québécoise. Puis à force de creuser, à force d'aller là-dedans, j'ai fini par découvrir François Mascotte, François Morancy, des Maxime Martin, qui d'autres, qui avait Jean-Michel Anctil, Mario Jean, vraiment... L'humour des années 90. Ouais. Le core des années 90, ces humoristes-là qui sont arrivés, Courtemanche, Le Mire, tout ça, j'ai découvert ça au travers des galas juste pour rire les dimanches chez mes grands-parents pour finalement faire comme OK, mais il y a ça. Et pas longtemps après, l'Internet est arrivé. Fait que là, les sous-écoutes, j'ai commencé à écouter sous-écoutes dès le début. Là, ouais. Dès le début. Puis YouTube arrive, puis là, tu découvres En route dans mon premier gala. Pis... Ah oui, mais moi, je suis tombé En route un coup que c'était fait, fini, toute l'équipe. Fait que j'avais comme... Je suis tombé dans la talle YouTube. T'as pas vu la version ma télé? Non, moi, je suis tombé peut-être 2010. Non, c'est pas vrai, 2012 probablement, là. Ouais. Mais c'est là où est-ce que j'ai fait comme une espèce de deep dive. Puis j'avais tout que je pouvais regarder. Mais moi, à la base, tu sais, c'est aussi les gars-là juste pour rire. Mais moi, je me rappelle, on allait au club vidéo chercher la cassette de Juste pour rire. Tu sais, Juste pour rire 97. Ouais. Moi, je me rappelle, on l'avait, puis on s'était pris un VHS enregistreur, d'autres VHS. On en avait 2, avec 2 sockets. On se les copiait. Ah, c'est bon. On se les copiait, puis on les réécoutait. Puis moi, le gars-là, 97, là, c'est là où est-ce qu'il y avait Daniel Lemire et... voyons, le Géraud-là. Oh boy, faut pas t'aider. Ça te dit rien, ça? Une espèce de... Alain Bellil, c'est Alain Bécile, en fait. Là. Ah, son OK, oui, OK. Parce qu'il joue avec Jean Lapointe, voilà. Ouais. Il joue avec Jean Lapointe. Il y a ça, t'avais Courtemanche dessus, qui faisait le samouraï. Samouraï, oui. Genre, ça, là, cette cassette-là, puis Anthony Cavana. Moi, à la base, c'est Anthony Cavana qui m'a allumé. Puis je sais pas pourquoi. On dirait que l'humour a toujours été magnétique chez nous. Là. Ouais. C'est-à-dire, ma mère, elle me sortait. Elle achetait tout le temps 2 billets. Puis on allait souvent. J'ai vu Jean-Marc Parent. J'ai vu plein de monde qui était vraiment top à l'époque. Wow. Puis j'étais comme... J'étais la joke dans la salle, tu sais. De faire je suis le petit jeune. T'as quel âge? 9 ans. Ta mère va avoir à t'expliquer des affaires. On va t'en expliquer beaucoup. Oui, tout le classique. Mais c'était parfait pour moi parce que j'ai toujours aimé ça, traîner avec les vieux. Parce que justement, les adultes dans mon réseau, c'est mon oncle dentiste, c'est mon grand-père qui fait des niaiseries. Tout le monde est plus et intéressant à regarder aller.
Alors que les jeunes à la table des enfants avec un petit crotte de margarine. Ça fait arrangez-vous avec ça pendant que les adultes parlent puis ils font des jokes. Moi, j'étais tout le temps comme... Plus intéressant. C'est le fun, les cousins, là, mais mon Dieu, ça a l'air de se passer là en maudit. Ça fume, ça joue aux cartes à la table, ça s'envoie chier, là. C'est ça qui m'intéressait tout le temps. Fait que j'avais l'impression de rejoindre finalement les grands adultes qui s'en vont rire à une place. Puis on a tout le temps eu toutes les festivals, puis toutes ces émissions-là. C'était tout le temps ça qu'on écoutait beaucoup chez nous. Y avait-tu la à Trois-Rivières un plus gros festival ou quelque chose de plus non, ça c'est arrivé. Ça fait 4 ans que ça existe. Il y a un festival à Trois-Rivières qui s'appelle Trip d'humour maintenant. Oui, mais même avant ça, il n'y avait pas... Avant ça, il n'y a jamais eu rien vis-à-vis de l'humour. Faisiez-vous la run à Québec ou à Montréal pour... On a une salle qui est la salle J.A. Thompson. Puis cette salle-là, il présentait énormément d'humoristes. OK, oui, c'est vrai, les tournées passaient par là. Les tournées passaient là. Puis là, aujourd'hui, il y a quelques autres salles qui existent, le Louis-Philippe Poisson, puis la Maison de la Culture. Il y a beaucoup de stock qui se fait aujourd'hui pour l'humour rodage, l'humour de bar en tant que tel. Il y a une place pour vivre aujourd'hui à Trois-Rivières. Chose qu'à l'époque, sûrement que ça existait. Là, genre, il me semble qu'il y avait genre Mike Ward au pub en ville ou une affaire de même. Ouais, mais c'était des mensuels. Au bord le balcon, peut-être, ou je mélange. C'est-tu moi ou Trois-Rivières, il manque un peu... de bars ou d'endroits pour faire des soirées d'humour comme ça? Un genre de 40 places avec un bar, avec ce service pendant. Je sais pas s'il manque de... Je pense pas qu'il manque de bar, parce qu'à Trois-Rivières, il y a du restaurant, puis il y a du bar en masse. Je pense pas seulement que ça boit, mais je veux dire, sortir puis de se rassembler, je pense que c'est quelque chose qui marche bien en région. OK, là, oui, c'est évidemment, là, mais après ça, je pense que c'est le public. C'est d'acheter des billets. Aujourd'hui, s'acheter des billets, c'est encore plus difficile. Peut-être qu'à l'époque, justement, quand le billet, c'est tout le temps genre 5 piastres à la porte, puis tout le monde avait de l'argent sonnant, c'était peut-être plus facile aussi dans ce temps-là. J'ai l'impression que c'est en région, ce qui est tough, c'est que si t'es pas passé à la télé, pourquoi je me déplacerais pour aller te voir? Puis pourtant, quand les gens se déplacent puis viennent voir les spectacles, ils sont tout le temps super contents d'avoir été là. Ouais. Puis ils sont comme, c'est des belles découvertes, c'est le fun. Puis autant pour l'humour que n'importe quoi. Oui, la musique, je me rappelle, peu importe, genre, une petite grenouille, parce qu'il y a tout le temps un chansonnier, mais le chansonnier, c'était annoncé, genre tel que vu à Star Academy. Puis là, c'était genre un chanteur qui était passé à Star Academy. qui venait faire son cover band de ce soir et qui venait faire son set. Mais c'est tout le temps, effectivement, si je ne l'ai pas vu à la TV, ça vaut-tu la peine? Sinon, c'est ça. Il existe des bars qui sont hyper connus, hyper courus aussi. Fait que c'est peut-être là que le divertissement passe. Ça serait... C'est un rêve un peu qu'on a tous les humoristes, là, mais d'avoir des microcosmes de région à Sherbrooke, qui a un petit réseau. À Québec, il commence à en avoir un peu plus. T'es à Montréal, évidemment, mais Gatineau aussi, ça commence à se développer. T'as fait ça qu'il y ait comme plein de petits réseaux comme ça où si je vais une fin de semaine, du jeudi du mercredi au samedi à Sherbrooke, ben je peux passer comme les Américains font. Les Américains, c'est ce qu'ils font. Ils partent le jeudi, ils vont jouer des fois jeudi soir, ils vont jouer le vendredi, samedi, des fois dimanche, mais des fois 2 shows le samedi. Fait que les Américains... Il y a des working comics, des traveling comics qui font que ça, qu'on les a jamais vus à nulle part, mais ils vont faire du 6 chiffres par année en faisant que du headline partout dans les clubs aux États-Unis. Je pense pas qu'on a le volume de public pour être capable de faire ça au Québec, sauf que d'avoir un peu cette opportunité-là, je suis certain que ça pourrait être un comedy club qui ouvre une fois semaine, tu sais. Puis que tranquillement, si c'est tout le temps plein, ben, tu rouvres un 2e jour par semaine. Peut-être pas faire une fin de semaine complète, le jeudi, vendredi, samedi, 2 shows. Ça, c'est 4 spectacles, finalement, de ce qu'on se dit là. Puis des fois 5 avec le dimanche. Mais il y a tellement un réseau de salles qui est fort et qui ont un monopole, on se mentira pas. Ouais, là, c'est difficile. Que c'est difficile de rentrer puis de faire comme... pourquoi je ferais 4 shows dans une fin de semaine, en 3 jours, devant 150 personnes, quand je peux le faire une fois devant 1300 dans la grosse salle, tu sais. Puis que le deal est avantageux aussi pour l'artiste puis tout ça. Fait que, effectivement, mais on n'a pas le choix. Là, Oui, on est à la merci des gens qui sont plus... On n'a pas le choix aussi de défricher puis d'essayer des choses. C'est pour ça qu'il y a des shows dans des bars qui grandissent puis qui deviennent comme mythiques puis qui restent dans le bar puis qui ne bougent pas de là parce que peut-être que s'ils allaient ailleurs, là, ils se feraient mettre des bâtons dans les roues. Les Saint-Laz de ce monde. Là. Oui. Des soirées que tout le monde veut aller jouer. Il y a des gens qui veulent pas sortir, qui font des humoristes qui ont une carrière
très complètement acceptables, qui Oui, absolument. qui fonctionnent, qui roulent au bout. Ils font, mais moi, je ferais pas soirée d'humour parce que ça va me brûler de me déplacer pour aller faire 15 minutes, revenir après. C'est fatigant. Oui, mais il y a comme quelque chose qui se passe présentement. Puis on travaille les deux dans un comédie club où j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'humoristes qui retournent à ce que c'était début 2000, fin 90, début 2000, où les humoristes sortaient à 1 heure. En temps ça, c'était 8 heures leur show. Ouais. Là. Mais je le rode pas, je l'écris, je le peaufine, je le joue devant mon metteur en scène, devant famille et amis, dans la cuisine. Puis à ma première, c'est la première fois. C'est une vraie première. C'est la première fois que je le joue. Il y a un peu le retour à ça où je vais roder, où je vais peaufiner, où je vais travailler mon show en show. Je ferai pas un 8 ici, un 15 là. Avec le bordel, ça se travaille en 12, ça se travaille en 15, là, j'ai l'impression. Là, mais peut-être pour casser du stock, mais maintenant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'humoristes qui vont pas monter leur show exclusivement avec des 10, des 15 et des 20 ici et là. Ils vont faire comme je vais aller au bordel pendant 2 fins de semaine de suite parce que tu joues 18 fois par soir au bordel. Ça revient payant. Je vais le retour sur investissement est là en maudit. Je vais tâter un peu mes affaires. Puis dès que je sens que j'ai comme 45 minutes à 1 heure, je vais aller tout de suite dans les petites salles. On annonce les rodages, puis je vais le peaufiner en heure et quart. J'ai l'impression que ça existe beaucoup plus que le réseau des bars maintenant, où le réseau des bars, c'est rendu du monde comme toi puis moi qui veulent juste qui font jouer. leur expérience jusqu'à ce qu'ils puissent avoir justement leur 45 aussi. Exactement. On est tous dans la... On est par étapes de même. On est tous dans la même dynamique, ça, c'est sûr et certain. Mais c'est sûr, il faut tout le temps garder le couteau entre les dents puis voir qu'il y a des nouveaux bars. Il y aura toujours des nouveaux bars, toujours des nouveaux besoins pour des soirées d'humour. Toujours des soirées qui marchent moins dans un restaurant. C'est là que ça peut se développer. Une soirée d'humour, mais une carrière aussi au travers de ça. Toi, où est-ce que tu t'enlignes ces temps-ci? Ça fait maintenant plus d'1 an que je suis travailleur autonome, que je vis de l'humour. Crime. Ouais. Vivre de l'humour, c'est un grand mot. Ben, en fait, c'est pas vivre du stand-up. Non, parce qu'il y a une différence entre vivre du stand-up et vivre de l'humour. Ouais. Des fois, j'essaie d'expliquer ça à des... je veux dire des jeunes, mais c'est souvent du monde qui ont mon âge. Je dis jeunes humoristes parce que ça fait pas 9 ans qu'ils font ça. Ils sont dans leur première année, puis on se croise dans un open mic. Faire comme, vivre de l'humour, ça veut dire faire d'autres contrats. Oui, je fais du stand-up, oui, je vais jouer sur scène, mais je donne la formation dans les écoles. Ouais. Fait que devant des classes d'ados qui sont contre-calices, je donne de la formation. Fait que j'explique c'est quoi des procédés humoristiques, on essaie de les appliquer dans un texte. Un peu tout ça. C'est super, super le fun. Des fois, c'est un peu challengeant parce que ça reste des ados. Je trouve ça beaucoup plus intimidant de parler devant une classe d'ados que de parler devant une salle d'adultes un peu en boisson. C'est vrai? Oui, c'est beaucoup plus intimidant parler devant des ados qui sont contre-calices. Mais c'est peut-être le setup aussi. Là, c'est ça, le contexte. Dans un bar, il y a un spot devant toi, t'es à l'avant-plan. Moi aussi, je le fais. Là, je donne des conférences pour des jeunes. Puis, là, je suis dans une classe éclairée, tout égal. Tout le monde est aussi éclairé que moi. Puis, ils regardent à terre, puis ils sont pas intéressés. Ouais. Mais tu fais « Ah! » T'as peu. Des fois, je me rends compte, c'est après coup. Oui. Je fais la conférence, les profs me disent écoute, c'est vraiment le fun, j'ai hâte de pouvoir t'en reparler une autre fois. Fait qu'on se revoit une couple de semaines plus tard avec un autre groupe. Puis elle fait le groupe que tu as été voir, là, je sais qu'ils t'écoutaient pas, là, mais il y en a 2 qui ont décidé de commencer à faire des jokes. Genre, ils regardent à terre, mais ils enregistrent tout. Oui. Mais toi, tu le fais en format conférence, moi, je le fais en format atelier. Fait que moi, c'est des discussions que j'ai avec eux autres. Fait que si j'ai une classe au complet qui embarque pas, c'est tough. Faut que je spotte celui que je vois qui a l'étincelle dans les yeux pour être capable de capitaliser là-dessus, pour faire comme, OK, aide-moi, tu sais, comme je pose des questions, il y a juste toi qui réponds, il faut que tu me fides, là. Faut qu'on ait une conversation. Puis là, souvent, lui va répondre quelque chose de drôle, ça fait rire un peu tout le monde. Je suis capable de balancer là-dessus, mais là, il y en a un autre qui pop. Fait comme, OK, moi aussi, je vais être drôle. Fait que là, je suis capable de pousser la conversation comme ça. Des classes qui embarquent, là, des fois... C'est des classes de combien, toi? Ça dépend. Des fois, sont 10, des fois, sont 30. Okay. Ça dépend vraiment. On se promène beaucoup en Ontario dans les écoles catholiques parce que les écoles en Ontario, c'est le clergé qui paye. Et des fois, c'est des endroits un peu plus ruraux. On a été jusque dans le nord de l'Ontario. On a été au Nouveau-Brunswick. On se promène. J'étais dans le bas du fleuve il y a 2 semaines, dans le coin de Dégeley. Puis là, on avait des classes entre 20 et 12. Fait que, mais t'es rendu là, tu prends ce que tu as en avant de toi, là. Puis ça, c'est de voir l'étincelle
dans les yeux d'un élève. Tu fais comme, OK, ben, je l'ai pas fait pour rien. Je l'ai pas fait. Fait que c'est très. C'est pas ce que je veux faire dans la vie. J'ai pas ça en dedans de moi, être enseignant loin de là. Mais c'est le fun de revenir à la base puis de réexpliquer la base pour l'appliquer moi aussi à mon tour quand je travaille des textes. Sinon, j'ai plein de projets des pitchs télé qui ont été faits. C'est vrai? J'ai un contrat d'animation de foule qui s'en vient pour un show télé. J'ai quoi d'autre? Humour 101, qui est une plateforme web. T'as tellement d'affaires. Ouais, ben c'est ça, mais beaucoup. on n'a pas le choix parce qu'il y en a pas beaucoup qui sont payants là-dedans. T'es comme Humour 101, qui est une plateforme web où on essaye de centraliser tout ce qui est humour à la même place. Toute l'information humoristique à la même place pour monsieur, madame, tout le monde. Ça fait un an que ça existe. On a eu zéro revenu avec ça. Fait que c'est un projet qu'on sait qu'il y a un potentiel et que c'est un outil qui est super intéressant. On sait que ça va être payant. Puis comme la plupart des projets de cœur, c'est que ça prend du temps. C'est ça. Il faut que ce soit installé. Puis après ça, là, les sous peut-être arriveront. Puis le peut-être est. Je pense que oui. Puis je pense que t'es comme ça aussi. Je me rends compte que on travaille beaucoup plus le côté branding, le côté marketing, le côté vendeur que le côté humoriste ou le côté de l'humour, en fait. Tu sais, le moment où j'écris des blagues et que je suis sur scène, c'est un 3% de ma semaine. Mais envoyer des courriels pour essayer de vendre des formations, envoyer un courriel pour essayer de vendre un show, pour un pitch télé, pour parler à une coprod avec... Dire que tu vas animer. Oui. Tu sais, tu prends plus de temps à dire que tu vas l'animer que de préparer l'animation. C'est ça. Je vais faire un Reels avec faire un petit montage du show de la semaine passée pour être capable d'envoyer de quoi pour dire « Hey, je suis en show à tel... » Comme, c'est beaucoup plus de travail en amont que de ce qui est présenté vraiment sur scène ou que ce que les gens perçoivent qui peut être la job d'humoriste. T'aimes-tu ça encore? Oui. T'aimes-tu ça encore? Faire cette job de pré-production, finalement, pas juste d'être en représentation? Je trouve ça tough tout le temps de le faire. J'aime tellement être sur scène que si je pouvais faire que ça, je ferais que ça. La réalité est qu'il faut se diversifier, il faut rajouter des cordes à notre arc pour être capable d'avancer dans ce milieu-là, pour être capable de devenir un meilleur humoriste, oui, mais de devenir un meilleur président pour la petite PME que je suis, qui est Pierre Castonguay, l'humoriste Pierre Castonguay, le créateur de contenu. Je mets des guillemets parce que je me considère pas comme un créateur de contenu, mais je crée du contenu quand même. Pierre Castonguay, le formateur, Pierre Castonguay, la personne qui travaille en télé, qui est derrière la caméra, puis qui va peut-être travailler devant la caméra cet été pour animer un show parce que c'est un pitch qui a été fait, qu'on attend un retour. Mais tu vois, c'est un peu ça l'idée, tu sais, que tu dis, on met pas beaucoup de temps dans ce qui va se passer sur scène. C'est pas vrai, tu sais, parce que ta tête réfléchit toujours à ça. Oui. Le temps que tu installes un crayon sur le papier, il y a peut-être 8 heures il y a 8 heures dans laquelle tu as réfléchi à ce que tu allais dire tantôt, là, tu sais, de qu'est-ce que tu vas mettre sur le papier. Ouais. Mais tu dis, je mets de l'effort sur le branding, je mets de l'effort sur tout, parce que j'ai l'impression... Puis là, j'apprendrai peut-être que c'est pas la bonne optique à prendre. Mais je me dis que d'installer ces choses-là, c'est ça qui va rester en tant que tel du moment. Tu sais, le moment, être sur scène, ça dure 10 minutes. C'est 10 minutes, c'est 15 minutes, c'est terminé après. C'est terminé pour le moment. Pour ce moment-là. Ce moment-là. Oui, parce qu'après ça, qu'est-ce qui vient? Et c'est où que ça vient? C'est les photos après ça que tu vas mettre sur Internet. Ouais. Genre... Ton événement vient de donner une petite seconde de vie de plus à passer dans le feed de quelqu'un sur Instagram. C'est vrai. Tu sais, fait que, somme toute, c'est pas du temps perdu, je pense, de se concentrer sur les choses avant. Loin de là. Puis c'est justement d'être capable de travailler dans plein de choses différentes permet aussi de pas rester stagnant dans juste focuser sur le stand-up. Un moment donné, tu finis par te cannibaliser toi-même si tu fais que penser au stand-up et tu vis... Tu t'essayes pas de vivre autre chose. Ça a été dur à dire, mais c'est quand même ça. Je suis certain qu'il y a des humoristes qui ne vivent que de la scène parce qu'ils vont jouer 8, 9, 10 shows par semaine.
mais t'as pas le temps de rien vivre d'autre. Faut se donner le temps, des fois, de prendre un pas de recul, d'essayer de faire autre chose, faire un voyage, prendre des vacances, appelle ta mère, calisse, comme lâche ton crayon, lâche ton ordi, lâche ton micro de scène, va vivre autre chose, parce que sinon, tu finis par écrire un numéro qui parle du fait que t'écris un numéro. Puis on n'est pas assez intelligent comme humoriste pour être capable de rendre ça drôle. Être humoriste, c'est créer un lien avec le public. Le public, là, il n'y a aucune calisse d'idée c'est quoi la job d'humoriste. Si je vous dis, si je fais un numéro de 3 minutes, puis là, ben, c'est un mauvais exemple, c'est un exemple. C'est des mauvais exemples parce que Simon Gouache l'a très bien fait en animation d'un gala juste pour rire il y a 2 ans, où il parlait de ça, mais il y a cette capacité-là à raconter quelque chose de banal et de le rendre drôle. Puis il y a une intelligence comique que j'aurai sûrement jamais. Par contre, d'expliquer, comme ton oncle le fait, son voyage en Espagne, ça... Il a fallu qu'il vive son voyage en Espagne avant d'autres choses. Exactement, puis on a tous voyagé, on est tous capables de relater à ça. Présentement, je suis en train de travailler un numéro où je parle, à 15 ans, j'ai fait une péricardite qui est une inflammation de l'enveloppe qui entoure le cœur. Je suis mort dans l'ambulance d'une chute de pression du moment où je me rendais de l'avion ambulance du Nouveau-Brunswick à Sainte-Justine, à Montréal. Je pointe par là-bas comme si vous autres êtes au courant qui est là, Sainte-Justine. Là. On est juste à côté. Ouais, c'est ça. Puis, je suis en train de mettre ça en drôle, de mettre ça de cette genre de tragédie-là qui m'est arrivée, où j'ai été très malade pendant quelques semaines. J'essaie de le rendre drôle, mais c'est quelque chose que moi j'ai vécu, où j'embarque le monde avec moi. Où il y a un sentiment de « Ah ben, j'ai un oncle qui a été malade, mon frère, j'ai été malade moi-même. » Il y a tout le temps quelque chose sur lequel on peut relater. C'est tellement relater. de la merde, la maladie. Ça peut être ça. En général, j'ai écouté Grey's Anatomy, je suis capable de relater à ce que tu dis. Mais si je te parle pendant 15 minutes que je suis devant mon ordinateur puis j'essaie d'écrire des jokes... T'es dans la douche. Je suis dans la douche, à me laver, à tout utiliser l'eau chaude, puis mais personne ne le référent, personne ne relate à ça. C'est vrai. Fait que de vivre quelque chose d'autre comme... Puis mettons, dans les 5 dernières années, t'as-tu vécu, toi, beaucoup? Ou t'as été plus axé vers la scène? T'as-tu comme une espèce de... une urgence de vivre, une urgence de essayer des nouvelles affaires? J'ai pas eu une urgence de vivre. J'ai eu une urgence de tout colisser ça là. Tu dis ça en chemin. Ouais, moi, genre, whatever. J'ai eu, en fait, pas colisser l'humour là, mais tout colisser la job, le 55 000 $ garanti par année, salaire annuel à, je sais pas, moi, je faisais l'équivalent de 32 heures semaine parce que j'avais réussi à me négocier moins d'heures. C'était où déjà tu travaillais? J'étais rendu avec un poste je gérais mon horaire moi-même, je travaillais de la maison, je pouvais aller dans les boutiques, faire de la formation pour le service à la clientèle. J'avais quelque chose sur lequel j'aurais pu m'attacher pour vivre une vie assez confortable avec une job qui me passionnait pas mais qui était pas déplaisante. Mais il y a un matin de décembre, puis le timing est vraiment pas bon parce que comme travailleur autonome, janvier-février, vraiment de la merde. Fait que en décembre, un genre de 8-9 décembre, je me suis levé le matin, j'ai ouvert mon ordinateur et j'ai pleuré, puis j'ai fait comme non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai que je vais... C'est pas... Puis je regardais mon horaire de l'année qui s'en venait du côté humour, puis j'étais comme... J'ai un contrat là, j'ai quelque chose en mai, j'ai un peu d'argent de côté, je pense que je vais être capable de me démerder. Puis j'ai appelé mon boss, j'ai fait comme, je te donne pas d'avis. J'arrête de travailler là. J'ai fermé mon ordinateur, je ne réouvre plus mon ordinateur pour vous. Je vais aller l'apporter demain, pas aujourd'hui parce que ça me tente pas. Demain, je vais aller apporter toutes mes affaires au magasin. Quand tu passeras par là. Bonne chance pour la suite. Mais ça, c'est un coup de courage. C'est un coup de pied au cul de courage. Parce que moi aussi, j'ai vécu de quoi de semblable, là, 2 ans et demi passés en quittant. Je travaillais dans une brasserie, moi, pendant... C'était rendu la 6e année. Oh, quand même! Ça faisait 1 an. Au moment où j'ai fait 5 ans, je me suis dit, il faut que je quitte dans les 3 semaines. Tu te donnais un... Il faut que je quitte dans les 3 semaines à la 5e année. Puis 6 mois plus tard, je fais... Hey, ça fait vraiment déjà très longtemps que j'aurais dû quitter cet endroit-là. Puis là, on dirait que quand tu le vois comme... Quand tu vois ta job comme quelque chose de négatif, on dirait là, tout d'un coup, tu te confortes dans cette idée-là, puis tu fais « Hey, là, je suis en train de m'asphyxier. » Ouais.
Complètement. Je travaillais entre 4 murs, là, puis c'était toujours les mêmes 4 murs à mon ordinateur. Puis je fais ça, là, c'est une prison en ce moment. Mhm. Puis la porte est ouverte, puis j'ai pas encore pris le courage pour ouvrir cette porte-là puis m'en aller. Puis là, j'ai fait, ben OK, faut que je me revire de bord. Là, je regarde mon compte en banque, justement, où j'avais rien de mon côté. Mais je fais, OK, ben tu sais, ça fait 6 ans que je travaille là, je dois bien avoir un 4 % qui va avoir du sens. Je regarde le 4 % puis je fais, OK, ouais, effectivement, pas pris de vacances, pas pris rien. Fait que tout est là, tout est prêt à sortir. Puis je fais, ben me voilà avec 1 mois et demi devant moi à me retrouver à un nouvel endroit si besoin était. Mais c'est de me botter le cul puis de me dire, ben là, il faut que je m'arrange pour vivre de l'humour. Ouais, c'est ça. Faut que je m'arrange. Oui, c'est ça. Puis tu dis, c'est souvent d'être dans une flaque d'eau puis d'avoir l'impression de se noyer, là. Ouais. Mais j'ai fait, OK, ben j'ai donné 3 semaines de préavis pour me dire, ben regarde, dans une paye et demie. Puis ça, tu pas fermé genre 1 mois après que t'es quitté, que t'es parti? Ouais, fait que... Si t'avais resté, t'aurais eu un plus gros chèque? J'aurais eu... ça aurait été un beau 7 mois. Ça aurait été un beau 7 mois de chômage qui serait rentré peut-être, mais... Moi, j'ai eu ça. J'ai quitté. C'est vrai? Mais j'étais tellement en bon terme avec mon patron. J'avais tellement une bonne relation, même que bon, je l'appelle aux 6 mois pour prendre des nouvelles. J'avais une très, très bonne relation avec mon patron. Et il me l'a pas offert parce qu'il a légalement pas le droit de me l'offrir. Mais il m'a posé la question, puis il a fait comme, financièrement, est-ce que tu es capable de te débrouiller pour les prochains mois? Et moi, de faire, ben, est-ce que tu as vraiment besoin de mon poste? Puis il a fait, non, on va abolir ton poste. Ah, OK. Puis grâce à ça, ben, ça t'a donné une bouffée d'air. Ouais. Puis là, une bouffée d'air qui est bien tombée, ce que tu me dis. Là, puis honnêtement, mon poste était pas obligé d'être là. Oui, il y avait quelque chose, il y avait une plus-value à avoir ce poste-là, mais c'était pas obligatoire. Je suis pas un comptable. Là. Je faisais de la formation, du service à la clientèle dans des magasins. Là. Fait que c'était pas... Ce qu'un gérant de plancher peut faire. Oui, techniquement, mais moi, je gérais les gérants. Parce que j'avais déjà été gérant. Fait que toute cette affaire-là. J'en parle, ça me lève le cœur, mais c'est ça. C'est un autre. Tu regardes-tu ce coup de. Non. Non, du tout. C'est comme l'indépendance des pays. Hein? Il y a peu de pays qui font hey, sais-tu quoi, on va revenir. C'est moi, finalement, j'aimerais ça retourner. J'aimerais ça être annexé à la Russie, finalement. Ouais. Mais non, c'est. Tu fais comment, ça a enlevé un stress ou ça a enlevé une épine dans le pied. Mais ça m'a rajouté un sac à dos de roche sur les épaules. Parce que ça vient avec un stress que j'ai jamais connu. Moi, j'ai commencé à travailler, j'avais 13 ans, 14 ans sur des chantiers de construction. J'ai travaillé pendant 10 ans sur des chantiers de construction. Ça veut dire que... Pour l'accompagner à ton père? Pour l'accompagner à mon père, exactement. Ce qui veut dire que... Puis là, à 15 ans, je travaillais l'été, là, on s'entend, là, mais ça veut dire que moi, pendant... quelque chose comme 20 ans, j'avais aux 2 semaines un chèque qui rentrait. Toujours. Depuis que j'ai 17, 18 ans, là, depuis que j'ai arrêté l'école, j'avais un chèque qui rentrait aux 2 semaines. Ça, c'est une habitude. Là. C'est une belle habitude. C'est une belle habitude de faire comme, OK, ben, j'aimerais ça m'acheter telle affaire, tel cossin, tel gogos. OK, ben, je vais en économiser un peu. Ou je vais payer ma carte de crédit. Puis je vais... Tu sais, comme, il y a une façon de jouer avec l'argent. Tu es capable de dire, ben oui, c'est ça, dans 3 semaines. Ouais. Cet achat-là est. Parce que j'ai X montant qui va rentrer à chaque 2 semaines. Après que j'ai tassé mes dépenses, il me reste tant, je suis capable de gérer un budget. Wow. Là, je me retrouve devant des fois un 3 semaines, 1 mois, 6 semaines à avoir 0 entrée d'argent parce que j'ai 4 factures qui sont pending où j'attends d'avoir quelque chose. Puis là, ça rentre par gros montant. Fait que là, il y a un 3 000 qui rentre là d'un contrat, il y a un 4 000 qui rentre là, il y a un 500 qui rentre là. Ça rentre un peu de n'importe quand, comme... Il y a plein de factures qui sont pending. Oui. On sait pas quand ça rentre. Tu fais des suivis. Fait que d'être capable de gérer de l'argent d'une façon différente que d'avoir une paye STD, pour moi, me crée un gros stress. Mais j'essaie tout le temps de relativiser, de faire comme, OK, ben, qu'est-ce qui est mieux là-dedans? D'avoir ce stress-là financier qui, dans le fond, il va toujours en avoir. Tu vas toujours te démerder. S'il arrive quelque chose, regarde... L'argent, là, c'est une valeur. Exactement. Tu demanderas à maman pour aider à payer le 200$ de loyer, puis tu lui rendras par après parce que tu sais que tu vas avoir un contrat au mois de juin de telle affaire. Est-ce que j'aime mieux avoir ce stress-là? Parce que ça va toujours rester un stress, je crois. Jusqu'à temps que je devienne millionnaire avec l'humour 101 et que je vais être capable de m'acheter une Porsche. Complètement. Est-ce que j'aime mieux ce stress-là que la monotonie
le côté monotone, ça se dit, la monotonie, Oui, la monotonie, je vais le prendre. OK, parfait, on va le prendre. Le côté monotone d'une job, du 9 à 5, 9 à 4,5, que je me calisse un peu, ou d'aller travailler au salaire minimum comme emballeur, ou d'aller... tu sais, est-ce que je préfère ce stress-là, ou je préfère le côté plate qui va faire pourrir mon cerveau parce que je suis pas passionné, parce que un j'aime cerveau pas ça. créatif a besoin de pouvoir créer. Là. Exactement. Puis, il y a quelque chose aussi que tout est dans tout parce que tu joues pour qui? Tu joues pour les gens qui ont un 9 à 5 puis qui font... Ben, sais-tu quoi? Moi, j'ai réussi à en mettre assez de côté pour aller me divertir. Puis c'est ces gens-là qui se retrouvent dans ta salle. Fait que c'est pas de dire genre un fuck you, la vie de 9 à 5. Ça peut pas être ça parce que tu fais le 9 à 5, c'est mes amis aujourd'hui. Oui, là. exactement. C'est eux qui font en sorte que tu peux faire ce que tu fais. C'est eux qui vont avoir l'argent, c'est eux qui vont venir acheter des billets pour être capables de m'aider à continuer à faire ce que je veux faire. Puis moi, avec ce que je fais ou avec ce qu'on fait, c'est d'aider ces gens-là à sortir de ce côté monotone de leur job puis de faire comme, OK, mais vendredi soir ou lundi soir ou peu importe quand est le spectacle, on va décrocher, on déploie le cerveau, on rit du monsieur chauve sur la scène avec la barbe qui crie dans un micro, ça nous fait du bien. Puis moi, ça me fait du bien aussi. Fait que c'est du donnant-donnant de ce côté-là, mais j'étais tanné d'être la personne assise sur le banc qui regarde les humoristes, puis je voulais être un humoriste. Je l'étais déjà, mais de l'être pour de vrai, puis être capable d'écrire humoriste dans ma signature courriel. C'est quand même c'est quand même thrillant de faire comme... Je suis capable, de commencer en humour et... Maintenant, il n'y a plus de stigma autour de ça. Là. Tu peux faire 3 shows puis t'ouvrir un compte Facebook puis dire Pierre Castonguay humoriste, là, même si tu as fait 3 shows dans ta vie. Et je trouve ça très correct. Mais moi, ça a été long avant de me dire je suis humoriste. Ça fait pas longtemps. Là. Ça fait 9 ans que je fais du stand-up et ça fait peut-être, je sais pas, 2, 3 ans que j'ai pas honte de dire que je fais de l'humour. Maintenant, quand je retourne, des fois, je vais faire des contrats au Nouveau-Brunswick, que ce soit un spectacle, que ce soit des corpos, que ce soit de la formation. Je vais au Nouveau-Brunswick. Je reste chez ma mère, idéalement, parce que j'ai pas payé de chambre d'hôtel. Et il faut que j'explique à ma mère, je suis ici pour travailler. Fait que j'aurai pas le temps d'aller bruncher avec toi. J'aurai pas le temps on va prendre du temps, mais je vais être dans la cuisine, devant mon ordinateur. Si je suis pas parti faire la formation, faut c'est samedi, non, faut que je prenne un 3 heures ce matin pour être capable d'avancer certains projets parce que j'ai fait 30 heures de formation cette semaine, fait qu'il faut que je rattrape quelque chose. Mais d'aller au Nouveau-Brunswick, d'aller chez ma mère, pas en mode vacances, ça aussi, ça a été un choc de faire comme, OK, moi, habituellement, je rentrais chez ma mère, puis je dépose mes valises, puis un temps, c'est tes outils que tu déposais, exactement. Tu faisais, ben là... les pieds sur le pouf, puis on est en vacances, où je me sens bien, puis qu'il n'y a pas de stress, le frigo est plein, puis mais là, c'était d'aller là en faisant comme, j'arrive, faut que je me lève le matin, faut pas jouer la télé, faut pas que je regarde sur mon sel, faut que je fais comme je fais chez nous, faut que je travaille. Mais chez ma mère. Dans un environnement que tu n'as jamais travaillé. Exactement. Et faire comprendre aussi à ma famille qui est là, à mon frère de faire que, mon frère, il vend des maisons, mon plus vieux frère vend des maisons, puis il y a du temps dans sa journée de faire comme, on va-tu, il est 3 heures, on va-tu prendre une bière avant? Jouer au golf. On va faire une ronde de golf, puis moi de faire comme, je peux pas. Ouais, mais t'es là. Ouais, mais oui, je sais que je suis là, mais je suis là pour travailler. Fait que il y a une adaptation aussi de leur bord, de comprendre que je viens travailler. Je viens pas juste passer des vacances. Faut pas oublier aussi qu'il faut que tu t'en donnes du temps. Ah, ben oui. Là-dedans, ils ont aussi raison de dire hey, un samedi, là. T'as le droit de décrocher. Devrait calissement ne pas travailler. C'est important de réflir à un moyen de dire peut-être là, parce qu'il faut. T'es en démarrage d'entreprise, c'est normal qu'un entrepreneur faut en donner un peu, faut être capable, au bout. C'est ça. Pour être capable de bien mettre les bases pour que ça fonctionne, pour être capable de monter quelque chose qui fait du sens. Mais oui. Après ça, moi, si je me dis, c'est quoi la carrière de rêve? C'est pas d'arriver un samedi puis que mes amis me disent hey, Dom, t'es en ville, t'es en show ici la veille, t'es resté dormir, t'es là, ça te tente-tu qu'on aille déjeuner? Puis de dire non. Oui, c'est d'être capable de se donner cette liberté-là. À un moment donné, il faudrait réussir à dire oui. Puis allons déjeuner, puis je vais essayer de pas penser à qu'est-ce que je fais qu'est-ce que j'ai à faire la semaine prochaine, 100%. Qu'est-ce que j'ai envoyé comme courriel, puis tout ça. 100%. Moi, quelque chose qui m'a bien aidé de ce côté-là, puis peut-être ça peut t'aider, mais programmer des envois, ça fait que... Mettons, si j'ai 8 courriels à envoyer, puis que je fais, sais-tu quoi, je pourrais les envoyer là, mais d'un coup, qu'ils me répondent on the spot,
Là, à partir de là, j'étais au cinéma, puis je fais que Tu t'ajoutes un. Colin. Ouais, c'est ça, OK. Fait que je me dis, le lundi matin, 8h, il y a 16 courriels qui s'envoient. Ah, j'aime Puis ça. après ça, ben, peut-être qu'ils vont être répondus le jour même, peut-être le lendemain, souvent le surlendemain. Ouais. Bon, c'est Un rare, courriel, c'est rare. 48 heures de réponse, habituellement. C'est là. ça. Puis c'est bien parfait. Ouais. Mais au moins, je me dis, en l'ayant envoyé comme ça, j'ai fait un envoi courriel le samedi, mais j'ai ma journée au complet pour relaxer. Tu puis sais ne que tu n'auras pas- pas de réponse. Ton courriel a été envoyé, il a été Ouais, préparé il dans ta existe. boîte d'envoi, il existe, il est là, il va Je être serai pas en envoyé. retard. Fait que tu as enlevé ça de ta tête, Ouais. tu l'as mis sur papier ou tu l'as mis papier dans ton ordinateur. Il est programmé. Il est programmé, il est là. Fait que tu peux y penser. Puis ta réponse, tu l'auras pas dimanche après-midi en faisant comme ah shit, j'aurais Ouais, aimé ça c'est ça. écouter le golf à Pendant TV, que je mais garde les neveux de ma blonde, Ouais. puis que là, je fais, OK, ben là, on voulait aller jouer, mais là, faudrait que je réponde tout de suite à quelque chose d'urgent. Ouais. Le urgent que je viens de m'inventer moi-même en, Ah, ouais, en ayant envoyé un complètement. courriel le samedi. là, Complètement. tu sais. Fait que moi, ça, c'est un des... Ça puis envoyer aussi programmer les trucs sur Facebook, toute la création de contenu en tant Ouais. que tel. Je me fais une journée où est-ce que je Tu fais fais ta ça. semaine au complète. Je fais le mois au complet. Ah, le mois. J'essaie d'avancer un mois d'avance. Fait que comme ça, Ok. j'ai une semaine, j'ai 2 semaines pour me redire, OK, là, Ouais, c'est je me réassois, ok. puis je vais essayer de... Là, j'arrive, puis je regarde le planificateur, puis je me rends compte qu'il y a 2 semaines, 2 semaines à remplir. Ouais. Ben là, je fais OK, 2 semaines à remplir. Mettons, je veux pas écœurer les gens. Je dis une affaire par semaine. Mm. Ben là, j'envoie 2 affaires. Fait que semaine 1, semaine 2. Puis après ça, s'il y a quelque chose d'autre qui arrive en route, peut-être une photo Oui, en oui. studio de quelque chose qu'on est en train de faire aujourd'hui, ben là, c'est à ce moment-là que ça va être envoyé. Fait que Mais c'est tout le temps d'avance. OK. Fait que, parce que je me suis rendu compte, moi, quand j'ai commencé le show long jeu, Ouais. hey, ça, là, je postais aux 2 jours. Je me suis dit, je suis en campagne. C'est une campagne Ouais, de... c'est un marathon. Campagne de promotion, Ouais. mais c'est une campagne comme une campagne électorale. Mhm. Il faut que je travaille là-dessus tous les jours. Ouais, OK. Puis ça a pris 3 semaines, puis j'ai fait, Brûlé. je vais me gonner avant le 2e show, ça n'a pas de sens. Ouais. Parce que c'est toujours à recommencer à chaque show. C'est tout le temps ça, c'est de dire, OK, c'était comment... Ce moment-là qui a été 1h30 de la vie des gens, qui m'a amené énormément de bonheur, il faut que je partage le bonheur que j'ai eu, Mhm. mais que j'invite les gens à... Ça se remet à cet endroit-là. Puis ça va être encore plus intéressant, plus important. Puis là, ben, je me rends compte que hey, j'ai fait 20 publications le premier mois. C'est des publications, tu te corriges, tu fais attention, Ouais. tu essaies de rajouter des jokes. Tu sais, t'essaies Ben oui, de justement on est humoriste, il faut pas rajouter vouloir un peu de joke là-dedans. mourir pour que ce par soit- en dedans, parce que Exactement. c'est ça. Ouais. Moi, je me prends mon vendredi avant midi pour faire ma semaine qui suit. Moi, Ah, ben c'est bon, ça. j'ai 2 entreprises. Ben, il y a moi puis il y a Humour 101 que je fais les réseaux sociaux. Fait que c'est quand même 2... Moi, personnellement, je poste moins souvent. Mais Humour 101, il faut poster chaque jour Mhm. pour être capable de rester dans l'algorithme puis rester dans le feed des gens. Fait que... Ce travail-là de ce pré-production travail-là, je avant. déteste ça. Ouais. Créer du contenu, pour moi, je commence à aimer ça parce que c'est moi, mais pour Humour 101, je trouve ça plate. Non, ok, je trouve ça plate. Je trouve ça plate. J'essaie de trouver des façons d'être créatif puis de créer créer des posts, là. J'aime pas ça. Qu'est-ce que tu créerais? J'ai aucune calice d'idée. J'ai aucune idée. Ben, des fois, c'est ça aussi. Là, tu regardes, tu regardes l'humoriste Simon Trottier. Ouais. Simon Trottier écrit des textes sur Facebook Ouais. très longs. Il en écrit genre un par jour Ouais. ou un par 2 jours. Puis tu fais... C'est pas la création de contenu que tu t'attendrais qui fonctionne, Mhm. mais je pense que ça fonctionne pour lui. Puis j'ai l'impression que lui doit pas se dire j'ai l'impression de mourir par en dedans quand que je crée ce Ouais. contenu-là. Oui. C'est du contenu qui lui ressemble. Ouais. Fait que peut-être il y aurait peut-être quelque chose à pitcher, Mais c'est pour- à se pitcher à toi-même, en fait. Pour là. moi, j'ai pas trouvé exactement ce qui me colle. En fait, hier, j'ai sorti un Reels. Je me suis fait beaucoup rire. J'ai juste pris des jump cuts de moi qui fait des bruits pendant mon stand-up. Fait que c'est moi comme... Puis ça m'a fait bien rire. Puis c'était pour promouvoir que j'allais animer 2 shows lundi passé et lundi prochain. En tout cas, le temps. Hein? Ah, Puis
j'ai aimé ça. J'ai comme, c'est cool. Ça serait très redondant de faire ça chaque semaine ou chaque jour, mais j'ai trouvé quelque chose de le fun là-dessus, de me mettre en scène de façon loufoque, de façon comique. Avec Humour 101, c'est très différent parce qu'il faut mettre le brand de l'avant, il faut être capable de pousser certaines choses, faut être capable de vendre un produit qui existe, qui est la plateforme Humour 101, vendre des abonnements. On vient de sortir des abonnements. Humour101.ca ou Humour101.ca. .ca. Vous pouvez aller vous abonner. 5$ par mois ou 40$ pour l'année au complet. Ah, je pensais pas pouvoir voir ça. Non, je l'aurais plugué anyways un moment donné, là, à la fin. À en parler. Je peux l'expliquer en fait. Là, Humour 101, c'est une plateforme qui va avoir toute l'information humoristique que vous pouvez avoir au Québec et éventuellement dans la francophonie au grand complet. Ah, wow, ça serait oui, parce qu'on veut viser hors Québec, donc la francophonie canadienne et la francophonie mondiale en général, donc les Europes et autres. Fait que, autre Europe. Non, mais autres, les pays francophones africains. Bien sûr. La francophonie mondiale, câlisse, là, vous avez compris. Puis vous étant les gens à la maison, je ne vous vois pas, d'homme. J'espère bien. Puis, il y a des répertoires d'humoristes, répertoires de podcasts, répertoires de soirées d'humour, répertoires de spectacles d'humour. Donc, mettons que tu es à Rimouski un mercredi. C'est comme, est-ce qu'il y a un spectacle d'humour dans ma région ce mercredi ici? Ben, tu vas sur Humour 101 puis tu regardes dans ta région s'il y a un spectacle d'humour ou une soirée d'humour. Ou tu t'en reviens voir tes parents, mettons. Moi, j'imagine, je m'en retourne à Trois-Rivières, mais ce serait peut-être le fun d'inviter des amis. Tu sais, moi, quand je reviens à Trois-Rivières, c'est tout le temps pour, oui, aller voir ma famille, mais aussi rattacher tous mes vieux chums, de faire comme, hey, Michel, ça te tente-tu? On s'en va. Let's go. Ben, peut-être que Humour 101, à ce moment-là, humour101.ca oui. nous amène directement à une soirée d'humour dans le coin. Exactement. Fait que c'est ça le but. Et que ça devient aussi un outil pratique pour les humoristes où il y a une plateforme pour les humoristes. Fait que c'est un peu divisé en deux. Le site, si on veut, il y a la plateforme pour monsieur, madame, tout le monde. Fait que tu as le côté où on va promouvoir des spectacles, on va mettre de l'avant des podcasts, les humoristes. Et il y a le côté avec la plateforme pour les humoristes où on va avoir des répertoires ou des tableaux pour contacter des gens pour pouvoir jouer sur des soirées d'humour. Ah, OK. On va avoir aussi éventuellement des genres de formations sur un partenariat avec la vitrine qui va arriver éventuellement pour bien utiliser la plateforme et tout ça. Fait que beaucoup de choses dans le tordeur qui vont ressortir éventuellement pour ça. Fait que pas beaucoup d'heures de sommeil. Ben écoute, je t'en souhaite beaucoup. Merci d'être passé dans le chemin. C'est déjà fini. C'est déjà fini, mais j'ai quand même une autre question que je veux te poser avant toute chose. Pourquoi tu as choisi Montréal? Étant donné que... Bon, ça y est. Étant donné que t'étais allumé par l'humour au Nouveau-Brunswick, c'est quoi? Il a été où? Tu sais, on parlait des coups de pied au derrière tantôt que tu te donnes dans la vie, mais qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à Montréal plutôt que n'importe où? C'est la mecque de l'humour francophone mondial. Oui, à Paris, il y a beaucoup de plateaux, mais... Puis Montréal est beaucoup plus naturel. Il y a beaucoup de gens du Nouveau-Brunswick francophones qui veulent migrer vers une ville un peu plus grosse, vont souvent aller vers Québec. Ouais, c'est ça. Mais Québec, en 2012-2013... avait pas le réseau qu'il y a présentement pour jouer presque tous les soirs. Puis de toute façon, il y a beaucoup d'humoristes de Québec qui viennent travailler à Montréal. Fait que c'était tout naturel pour moi de me déplacer à Montréal pour faire comme, OK, mais c'est là que ça se passe. C'est là qu'il y a des soirées, c'est là qu'il y a des humoristes, c'est là que je vais être capable de me bâtir un réseau pour être capable de faire ce que je veux faire depuis que je suis petit cul. Faire du stand-up, faire de l'humour, faire des jokes. Fait que ça a été juste naturel de le faire. Puis je tombe en amour avec cette ville-là. Ouais. Hey, parce que moi, j'oublie pas quand même que tu pars d'un village de 300 habitants, tu me disais? Non, on est quand même un peu plus gros. Là, la région, la ville comme telle, on est peut-être 5000. La région, on est 7000. Fait que non, c'est pas si petit que ça, mais c'est pas non plus. Mais c'est quand même un saut dans la grande ville. Là. Oui. C'est très différent. Ma copine est montréalaise, elle a grandi à Montréal, puis quand on est en vacances au Nouveau-Brunswick, puis on va prendre une marche avec le chien, puis moi je dis allô aux gens que je croise, puis on se dit allô mutuellement, puis ma blonde est comme, tu le connais-tu? Non. Mais on dit allô aux gens.
Ouais, Chez c'est la nous, même tu mets affaire. un pied dans la rue, le char va arrêter pour te laisser passer. Systématique. C'est sûr. À Montréal, si tu mets le pied dans la rue, tu te fais rouler sur les pieds. Là. Fait que si tu dis allô à quelqu'un, il pense que tu veux le voler. Là. Fait que il y a eu des clashs, mais. Le genre s'arrête, mais il ouvre la fenêtre puis il essaie de te parler aussi. Ouais, c'est ça. T'en vas où? T'as-tu un livre? Fait que oui, il y a eu un clash quand même entre le village, la ville où j'ai grandi, où tu connais tout le monde, si tu connais pas la personne, mais la personne connaît la personne qui connaît quelqu'un, où le nom Castonguay est quand même connu et reconnu dans mon coin parce que mon père avait la compagnie et mon père était très impliqué dans la communauté. Fait que tu pars d'un endroit qui est très chaleureux, qui est très... tu te sens bien, c'est un cocon, c'est douillet, puis t'arrives à Montréal où t'es complètement... Puis pas complètement dépaysé, là, c'est pas ça, j'ai pas été à Bali, le calice, là, j'ai pas en plein milieu. C'était là, pas au centre-ville de Montréal, je pense non plus. Non, je suis arrivé dans Rosemont, fait que c'est comme un petit village dans... Petite vie de quartier, petite vie de quartier quand même. Fait que, oui, déstabilisé, mais j'ai vite aimé aller chercher un croissant le matin Ah, man. au café du coin. La marche marche à Montréal, là, ça, Ouais. c'est quelque chose que j'ai jamais vu. J'ai jamais pu vivre à Trois-Rivières non plus. Tu sais, le Puis, dépanneur le plus pourtant, proche... Trois-Rivières, c'est quand même C'est une grosse vraie là. ville, oui, mais quartier résidentiel. Je Ouais. dirais que c'est plus proche de la banlieue qu'autre chose. Ok, là. oui, C'est ok. une petite ville, mais le dépanneur le plus proche, c'est quand même un vrai 15 à 25 minutes à pied. Ouais. Puis le 15 minutes à pied à Montréal, c'est pas le même 15 minutes à pied à Trois-Rivières en banlieue ou au Nouveau-Brunswick. Moi, j'ai Ouais, tout fait. Moi, j'ai grandi sur un vélo. Là. J'allais partout à vélo. Là. Partout, parce que... Puis, nous autres, ce qui était très populaire, puis je pense que, très populaire, celui-là encore, je crois, mais c'était les scooters. À 14 ans, t'avais pas encore Ah oui, 16 ans pour t'avais avoir ta ton moped. permis. Fait que tous mes amis avaient dit, moi, j'en avais pas, j'avais un vélo, fait que j'étais loin en arrière de d'autres. Ouais. Mais tu sais, ça, des vélos, après ça, c'est des scooters, après ça, moi, la journée de ma fête à 16 ans, j'avais mon permis. Là. C'est impossible que j'aie pas mon permis de conduire. Ben oui. C'est la réalité. D'autant plus que tu disais, on s'en va chez ma grand-maman à côté, c'est 45 minutes. C'est là. ça. Le à côté, c'est 45 minutes, chose que à côté, pour moi, c'est en dedans de 10, t'es rendu. Là. Exactement. Fait que pourquoi Montréal? Parce que c'est la place pour faire du stand-up. Cela encore, je crois. Là, je pense que même si Juste pour rire, qui est reconnu Just for Laugh, qui est reconnu mondialement, qui est basé à Montréal, a un peu droppé dans les dernières années. Je sais pas si tu as vu ça aux nouvelles. Est en train de reprendre un peu du poil de la bête. Fait que je pense que Montréal reste quand même très connu. Je suis excité pour la ville de Montréal en Ouais. ce moment. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose de grandiose. Ouais. D'autant plus avec les studios, les Prime Video, les Ouais. Netflix, les Crave, name it, ils sont tous en train de développer dans Montréal. Puis tu sais, Fait qu'il y a quelque chose de le fun. je suis beaucoup ce qui se fait en humour aux États-Unis aussi. Je suis un bon geek de l'humour américain. Et Montréal est connu et reconnu par tous les humoristes américains. Oui. Peu importe, ils savent que 2 semaines en juillet, c'est la place où on va, c'est à Montréal. Peut-être moins là, mais ça l'a été longtemps. Puis, t'es une grosse inspiration pour toi, je crois, c'est le podcast qui n'était pas un podcast dans le temps, c'est comment ça s'appelait, Green Room? Greenwood, Green Room with Paul Provenza. Oui, avec Paul Provenza. Puis j'ai écouté des clips de ça dernièrement, puis ça a super bien vieilli dans le concept de le faire, puis les discussions qui sont abordées. Un C'est Patrice le O'Neill qui fait podcast exprès avant. d'envoyer chier tout le monde juste pour provoquer, parce que c'est un troll dans la vie. Un Patrice O'Neill, j'ai l'impression que c'est un peu... nous autres, on a l'équivalent qui serait peut-être un Pantelis du côté francophone, québécois, où... il prend jamais d'opinion, il va juste faire exprès d'aller contre toi, juste pour être capable d'avoir un argument, pour être capable. Tu sais, Patrice O'Neill, c'était ça. C'est juste d'être capable de. Hey, ce que je dis présentement, j'y crois pas foncièrement, mais ça a l'air de je te vais faire- le de te dire. fâcher tellement, je vais essayer d'aller chercher, je vais aller monter le volume à glatter 10, Exactement. puis essayer de monter vers 11. Exactement. là, Fait que puis ça s'est passé à Montréal, Ouais. devant une crowd francophone qui parlait en anglais. On s'entend, c'est un show anglophone. Même que je me souviens plus c'est quel humoriste, je pense que c'est. Je me souviens plus son nom, parce que j'ai pas une bonne mémoire. Il était comme. C'est weird d'entendre quelqu'un dire une joke dans une langue que je comprends pas, qui est la langue française, et d'avoir une salle complète qui rit, puis de faire comme. J'ai compris les rythmes. J'ai compris ce qui s'est passé. Je sens que c'était drôle. Je sens que c'était drôle, mais je comprends pas ce qui se passe. Fait que, tu sais, le clash français-anglais aussi. Ah oui, super, j'ai hâte de voir. Ouais. T'as-tu des projets à Juste pour rire, toi, cette année? J'ai.
essayé pour scène ouverte. J'ai pas été pris. Ah, Ce qui est très correct, c'est très normal. Et les auditions, comme chaque année, on envoie une vidéo pour les auditions juste pour rire. Puis Adviendra peut-être quelque chose de tout ça. on sait jamais, mais non, pas plus que ça. J'ai pas pitché. J'ai pitché à quelques festivals. Mhm. Puis on attend quelques retours encore. Sinon, Minifest, j'ai fait un spectacle avec la gang de Fraser, La Rose et Famelard. Je serai invité sur le spectacle. Fait Ah, que, nice. Voilà. Ben, je te souhaite le plus de passes artistes. C'est que t'es un geek puis t'es un fan d'humour. Je te Merci. souhaite le plus de passes qui va te Merci permettre d'en consommer au maximum. Yeah! Puis, juste en finissant, dans le chemin, moi, j'ai été chercher des partenaires Mhm. pour leur demander est-ce que ça vous tente de participer au projet? Puis, dans le chemin, dans l'idée qu'on peut-tu recevoir l'humoriste, l'invité, comme il se doit. Puis, j'ai quelque chose pour toi aujourd'hui. Un verre d'eau. Un verre d'eau, certes. Non. Mais j'ai un assortiment de bières de microbrasserie qui viennent de chez Le Ravitailleur, qui se trouve à être une boutique de bières de microbrasserie dans Rosemont-la-Petite-Patrie, qui vient avec, là je l'avais caché au début, mais avec une carte cadeau aussi, où est-ce que tu peux aller te chercher n'importe quoi, des saucissons. Grosso modo, tu peux te bâtir un apéro avec ou sans alcool, absolument délicieux là-bas. Ben, merci. Puis avec tout ça, ben je te remercie beaucoup de t'être prêté au jeu. Merci à toi, mon beau d'homme. Ah, merci. I love you. Fin. C'est fini. Coupé. OK, ça arrête.